Bonjour à toutes et à tous pour ce deuxième webinaire organisé autour des ressources génétiques. C'est un webinaire qui a été organisé dans le cadre de financement du Centre de référence européen. On fera d'ailleurs peut-être un webinaire qui expliquera exactement quel est ce centre. Parce que donc, je m'appelle Coralie Danchin, je travaille à l'Institut d'élevage et je suis l'animatrice, enfin la secrétaire d'un premier réseau européen qui s'appelle le Centre de référence pour les races menacées. Donc, c'est le logo que l'on aperçoit en bas à gauche, non à droite, l'autre gauche. Et je suis également impliquée dans le Centre de référence européen pour les ressources génétiques. Et à ce titre, ça fait une petite dizaine d'années que nous suivons de façon assez proche des expériences autour des ressources génétiques dans les différents pays européens. Et on s'était dit que ça pouvait être intéressant de le partager de façon un peu plus large au niveau français pour éventuellement vous donner des idées et pour vous montrer aussi que la notion de ressources génétiques est une notion qui prend de l'importance en Europe avec des expériences dans des pays où on ne s'attendrait pas forcément à ce qu'il y ait des choses qui soient assez fortes, comme on verra aujourd'hui avec l'exemple de la Slovaquie que je vais vous présenter. Et puis après, Louise Joly, qui travaille également à l'Institut d'élevage, vous présentera le cas de la Norvège. Alors, je vais vous faire une petite présentation de deux initiatives qui sont faites en Slovaquie. Alors, l'idée, ce n'était pas d'avoir un panorama exhaustif, mais de vous montrer deux expériences concrètes qui sont en cours et qui sont encore inachevées, mais pour vous montrer que c'est quelque chose, c'est un travail très actuel. Donc, les deux diaporamas, d'ailleurs, que nous allons vous présenter n'ont pas été faits par nous, ils ont été faits par ces personnes qui travaillent au niveau européen, qui travaillent dans leur pays autour des ressources génétiques. Et les deux sont pour la FAO, qui est donc un peu les Nations Unies de l'agriculture, sont ce qui s'appelle coordinateurs nationaux, c'est-à-dire qui sont responsables, correspondants auprès de la FAO pour représenter les ressources génétiques animales au sein d'une commission spécifique dédiée aux ressources génétiques. Donc Jan Tomka travaille à l'Institut de recherche de NITRA et nous a fait cette présentation à l'Assemblée générale de l'ERFP l'été dernier. Donc c'est un cas très particulier. Alors au départ, juste quelques notions des races qui existent en Slovaquie. Je rappelle que la Slovaquie, donc il y a une trentaine d'années de ça, était inclus avec la Tchécoslovaquie, ce qui fait que c'est un pays qui va avoir beaucoup de races qu'on appelle transfrontalières, c'est-à-dire qu'elles appartiennent que plusieurs pays considèrent qu'ils sont le berceau d'origine de ces races-là. Donc, on a par exemple au bovin deux races, la Pinzgau ou la race grise de Hongrie, qui sont des races locales et transfrontalières. En ovin, on a 4 races différentes, dont on peut voir des races dites locales et des races dites améliorées, en général améliorées avec des croisements avec par exemple des races bouchères anglaises. En caprin, deux types de caprins. Vu le nom, c'est assez probable qu'en fait, elles ont été croisées les deux assez récemment avec la Saanen et l'Alpine. Et puis finalement, là où il y a plus de diversité génétique, ça va être chez les chevaux. Et chez les porcins, ils ont également là qu'on trouve la race Mangalitsa, qui est une race de porc laineux que l'on trouve dans beaucoup de pays de l'Europe de l'Est et dont l'origine est assez disputée. Mais aujourd'hui, je vais vous parler de deux cas particuliers, la restauration d'un type original de la Simmental et la restauration d'une race de lapin. Alors, la Simmental internationale, c'est en fait le regroupement de beaucoup de races de bovines qu'on appelait tachetées, en général tachetées de l'Est, tachetées orange, tachetées jaune, etc. Il y a bien eu des importations. De façon originelle, la race Simmental n'existait pas en Slovaquie, mais il y a eu des importations
qui remontent dès le XVIIIe siècle, avec quelques particularités locales, avec des croisements spécifiques. Et assez rapidement, la race s'est bien installée en Slovaquie. Elle était appréciée à la fois pour ses qualités mixtes, qui derrière ont en fait un peu causé sa baisse de popularité aujourd'hui, parce que c'est une race qui à la fois fait du lait, fait de la viande, mais aussi qui est importante pour de la traction animale. Et à la fin du XIXe siècle, donc comme le montre le graphe, c'était localisé principalement dans les basses terres du sud du pays. Après-guerre, gouvernement communiste, l'implantation de kolkhozes et donc les coopératives qui sont mentionnées, et avec de l'intensification de l'agriculture, comme dans tous les pays européens, et des croisements. Et la Simmental continue à être la race la plus populaire au niveau bovin, puisque c'est 56% du cheptel bovin slovaque, avec environ 147 000 animaux recensés en tout, sachant que le noyau de sélection est plus faible, environ 19 000 animaux. Et avec, on voit, une production laitière qui augmente de façon importante entre 1925 et 2020. Ça, c'est juste pour montrer quel est le type d'endroit où on a pu commencer à retrouver les premiers animaux Simmental originaux. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'en fait, la Simmental, assez rapidement, la Simmental qui est utilisée aujourd'hui en Slovaquie et la Simmental internationale, qui est elle-même un croisement de plusieurs souches différentes de différents pays, dont entre autres la Fleckvieh. Et il existait, un peu comme nos Gaulois d'Astérix, des petits villages d'irréductibles qui n'ont pas utilisé l'insémination ou les taureaux d'insémination récents. Et lorsque des recherches ont été faites dans ces élevages, on a retrouvé des animaux qui correspondaient au type qui était décrit dans les années 80. Et par ailleurs, des taureaux de ce type ancien avaient été collectés et étaient disponibles dans une station d'insémination privée. Alors, comme il y avait une demande autour de ce type de bovins, entre autres parce que les animaux sont plus petits, avec une longévité, une robustesse considérée comme supérieure aux animaux Simmental internationaux, aussi une facilité de vélage, et puis parce qu'il y a en fait une demande pour qu'il y ait des animaux pour des petites exploitations et avec éventuellement de la traite manuelle. Et il y avait une vraie demande pour ces animaux, donc ils ont décidé de sortir de la semence de ces vieux taureaux, sauf qu'ils ont eu un peu des soucis pour les sortir, puisque la façon dont ont été conservées les doses dans les années 80 est différente d'aujourd'hui, et puis aussi parce que les animaux sont ressortis rouges et non pas jaunes, et donc on s'est demandé si en fait les animaux qui étaient conservés étaient les bons, ou s'il y avait eu des problèmes de paillettes. Donc les analyses étaient nécessaires pour voir quelle était l'origine réelle de ces animaux, de ces taureaux collectés normalement dans les années 80. Finalement, d'autres mises en place de semences ont permis d'arriver au résultat attendu, donc avec un taureau jaune, donc la couleur qu'il souhaitait. Et au final, c'est une petite vingtaine de veaux qui sont nés issus de ces inséminations et qui ont tous été placés pour de la reproduction avec une très forte demande de ces animaux. Alors, suite à cette expérience, le coordinateur national donc, pour la Slovaquie, Jan Tomka, se disait que c'était peut-être quelque chose qui avait un intérêt en Europe, ou qu'il y avait peut-être d'autres endroits en Europe où les éleveurs s'étaient attachés à conserver un type ancien de la Simmental. Et c'est pour cela qu'une action ponctuelle a été réalisée dans le cadre du point focal européen, le RFP, et qui était dirigé par Jan Tomka pour la Slovaquie et Eva Sozin en Pologne. Et l'objectif a été d'abord d'enquêter auprès de toutes les organisations qui étaient déclarées comme organismes de sélection pour la Simmental, dont la France,
avec à la fois des informations sur la population, le programme de sélection, le phénotype, le type de production, s'il y avait des produits spécifiques, les types d'élevage de la cimentale et comment étaient enregistrés les animaux. Et à l'issue, donc ça, ce sont les pays qui ont répondu au questionnaire. Donc, le RFP est un organisme qui couvre tous les pays de l'Europe au sens Nations Unies. Donc, on a aussi bien, comme vous pouvez voir, la Serbie que la Suisse, et on a donc des pays qui ne sont pas de l'Union européenne, tandis que le centre de référence, lui, se focalise uniquement sur les pays de l'Union européenne. En fait, suite à l'enquête, on s'est rendu compte assez rapidement qu'en réalité, il existait 3 endroits où il y aurait des populations équivalentes. En Tchéquie, ce qui n'est pas très étonnant parce que la Tchéquie était rapprochée de la Slovaquie pendant longtemps. En Pologne et en Italie avec un nom spécifique de race qui en réalité est une race qui ressemble, qui correspond à cette cimentale originelle. Et donc ça, les photos-là correspondent au rameau slovaque de cette cimentale originelle. Donc pour le travail, pour le moment, le travail s'en est arrêté là, à définir les noyaux résiduels de ces races-là, et ça sera sans doute un travail à mettre en place par la suite par le réseau européen pour voir comment organiser le travail des éleveurs, recenser ces derniers animaux des rameaux cimentales dits originels. On va dire, peut-être une des premières tâches à faire, ça sera de renommer cette race-là, et de voir comment éventuellement organiser les échanges. Alors, un deuxième cas un peu différent qui est en lapin, où en fait, c'était donc il y avait une production pour de la viande dans les années 70, et c'était une race qui était très appréciée parce qu'à la fois adaptée à de l'élevage en production et pour des éleveurs amateurs. Sauf que pour différentes raisons, la race a été complètement périclitée et il ne restait plus que 14 animaux en 2023. En revanche, et alors ça, c'est une grande caractéristique des pays de l'Est, c'est que du temps soviétique, il y a énormément de travaux qui ont été faits, de réalisations qui ont été faites pour mettre en place des cryobanques de races animales. Et une des cryobanques les plus anciennes et plus fournies se situe en Ukraine, avec des doses qui datent des années 80. Et ça, c'est quelque chose, c'était souvent des cryobanques d'État, et avec beaucoup de doses d'animaux collectés dans les années 80, et puis de façon assez évidente, comme vous pouvez y attendre, avec beaucoup moins d'animaux à partir des années 90, et parfois ces cryobanques ont failli péricliter. Et comme maintenant les ressources génétiques sont remontrées comme quelque chose d'important pour les pays, un nouvel intérêt avec ces cryobanques, mais avec du matériel ancien et vraiment très intéressant. Et donc, dans cette cryobanque slovaque, qui est en train d'être réactualisée et remise au goût du jour, ils ont pu trouver des doses de semences de lignées différentes de lapins, ce qui a permis de les utiliser pour 3 femelles. Et bien, les lapins, c'est l'avantage par rapport aux bovins, c'est qu'on a beaucoup plus de descendants. Donc, avec seulement 3 femelles, on a 24 descendants. Ça va rendre jaloux. J'ai vu qu'il y avait des gens des chevaux, ça va rendre jaloux les gens des chevaux. Et suite au succès de la première opération, ils ont décidé de continuer l'aventure et d'essayer d'arriver à un plan de relance de cette race. Voilà pour ce premier exemple en Slovaquie, avec un exemple d'une race transfrontalière avec des noyaux résiduels dans différents pays d'Europe, et puis avec un programme de relance d'une race de lapins qui est un peu particulier, puisque en Europe, il y a quand même relativement peu de pays qui font de l'élevage de lapins, que ce soit pour de la production de viande ou amateur, la France faisant partie des pays qui fait le plus de travail autour du lapin. Ces 2 sites se correspondent, donc celui du haut au centre de référence européen pour les animaux en danger, donc ce sont donc uniquement les pays de l'Union européenne, tandis que le RFP, comme je vous l'ai dit, c'est une organisation
qui travaillent pour l'ensemble de la région Europe. Voilà pour cette présentation. Est-ce que vous avez des questions? Alors, j'en ai vu une première. Pourquoi il n'y a pas eu de réponse de la France? Je ne sais pas. Le questionnaire a été envoyé. Nous avons relancé l'organisme de sélection. Après, les organismes de sélection en France, en ce moment, ils ont beaucoup de pain sur la planche et je pense qu'ils n'étaient pas considérés comme prioritaires à ce moment-là par la Cimental, sachant plus que de mes souvenirs d'analyse des gènes étrangers qui existent dans la population, je ne pense pas qu'il existe de noyaux de Cimental dits originaux en France. Est-ce que nous avons d'autres questions? Non, c'était clair. Donc, Louise, ça va être à toi. Je me rends compte qu'en plus, on n'a même pas laissé parler Jérémy pour expliquer. Peut-être que Jérémy, tu peux intervenir. Non, mais c'est pas grave, t'inquiète pas. J'ai l'impression. Il n'y a pas l'air d'avoir de problème. Donc, Oui. Peut-être explique pour les questions. Ah oui. Alors, en fait, si vous avez des questions durant le webinaire, vous pouvez les écrire en bas à droite de votre écran dans le chat. Donc, vous voyez, il y a écrit tapez votre message. Vous pouvez l'écrire, l'envoyer. Et donc, Louise et Coralie répondront à toutes vos questions. Donc, n'hésitez pas. Et maintenant, je te passe le diaporama, Louise. Hop là. Alors, moi, je vais vous faire une présentation focalisée sur les races bovines menacées en Norvège. Donc ça, pareil, c'est pas nous qui avons fait la présentation, c'est Nina Svartedal qui travaille pour le Centre de ressources génétiques de la Norvège. Et c'était une présentation qui a été faite cette année en août pour l'Assemblée générale de l'ERFP. Alors, pour commencer, en 2023, la Norvège elle a célébré le fait qu'aucune de ces races locales, bovines, équines, ovines et caprines, n'était plus en danger de critique d'extinction, mais seulement en danger. Parce qu'il faut savoir que pour le cas bovin, dans les années 90, 4 des 6 races bovines indigènes comptaient moins de 50 femelles reproductrices. Donc elles sont en photo tout autour. Donc là, c'est un petit graphique pour montrer l'évolution du nombre de femelles reproductrices depuis 1990 jusqu'à 2023. Si on prend la première, là, je pense que vous voyez ma souris. La Black Side, on va l'appeler seulement comme ça parce que le nom est un peu long. On a des données à partir de 2010. Donc en 2010, il restait à peu près 1000 femelles et aujourd'hui, on en compte 2300 à peu près. Donc c'est celle qui a le plus grand nombre de femelles. Ensuite, la race Télémark, elle est partie de 115 femelles et aujourd'hui, elle est à 572 femelles. Ensuite, la race Dola, c'est en jaune clair derrière. Il restait, je les ai notées, 25 femelles dans les années 90. Et aujourd'hui, on est à 372. Pour la race Western Fjord, on était à 49 femelles dans les années 90 pour 1386 aujourd'hui. C'est celle qui a la plus grande ascension. La Western Red Pooled, elle était à 52 femelles ici. Et aujourd'hui, elle est à 357 femelles. Et la dernière, la Eastern Red Pooled, elle était à 11 femelles. C'est celle qui est partie du plus bas. Et aujourd'hui, on est à 542 femelles. Donc vous voyez, ce n'est pas des effectifs très élevés non plus, mais il y a quand même des sacrées ascensions depuis les années 90. Il y en a qui sont partis vraiment très très bas. Alors ça, c'est un graphique qui montre la croissance démographique en fonction de la production. Donc si on reprend le nombre total de femelles sur les 6 races, donc en 2014, on était à 1096 qui étaient utilisées en allaitante et 1424 en laitière. On voit que la balance, elle s'est inversée entre 2014 et 2015. Et aujourd'hui, ces races-là sont majoritairement utilisées en allaitante. Pour suivre ces races, comme en France, il y a un inventaire.
Donc, en Norvège, les bases de données, elles ont été créées en 1990. Donc, elle comprend 6 races locales. Elle est gratuite pour les agriculteurs. C'est obligation d'y adhérer pour bénéficier des subventions. Ça ressemble un peu à nous pour la PRM. Elle est indépendante du système de production. Ça permet de contrôler la taille des populations. Et les données généalogiques, elles sont utilisées pour faire des conseils en matière de reproduction, pour estimer les liens de parenté entre les taureaux et d'élevage et l'estimation de la taille efficace de la population, enfin de la race. Du coup, en fait, ça ressemble, c'est assez similaire au système français et à nous ce qu'on fait sur nos races à petits effectifs, notamment pour l'OSRBLPE. Je parle de ça parce que du coup, mon autre casquette, c'est animatrice de l'organisme de sélection des races bovines locales à petits effectifs. Et du coup, sur l'autre côté, là, vous voyez un pédigré en détail. Alors, aujourd'hui, ce tableau, il donne le nombre de taureaux qui sont à la cryobanque par race, pour les 6 races à petits effectifs norvégiennes. Donc, les taureaux les plus anciens, ça date de 1970. Et on voit que, par exemple, pour la Black Side, il y a 79 taureaux en cryobanque. Et pour la plus petite, la Eastern Red Pooled, il y en a 43. Donc, il y a 1 à 3 taureaux par an et par race qui rentrent à la cryobanque. Comparé, nous, en France, pour nos races à petits effectifs, on est sur un nombre de taureaux bien moins élevé. Donc, au niveau des critères de sélection pour choisir les taureaux, entre 1978 à 1990, il n'y avait pas vraiment d'informations qui étaient enregistrées sur le pédigré qui était disponible. Donc, il rentrait à la cryobanque tous les taureaux qu'ils pouvaient. Si on peut faire la comparaison en France, c'est un peu ce qu'on a fait aussi à l'époque avec Laurent Avon, où dans chaque race, ils choisissent... on récoltait les derniers taureaux pour les mettre à la cryobanque. À partir des années 90 et jusqu'à 2019, l'évaluation, elle était un peu plus manuelle et on regardait le pédigré du taureau pour choisir pour rentrer à la cryobanque. Et à partir de 2019, en Norvège, ils ont fait avec l'évaluation de la contribution génétique du taureau à la banque de gènes. Donc le choix est un peu plus sélect. Les critères de sélection dans les années 90, c'était plutôt des caractéristiques phénotypiques. Donc, on regardait le phénotype de la mère, le phénotype du taurillon. On regardait les infos qu'on avait potentiellement avec les pédigrés. Et ensuite, ils faisaient des tournées pour regarder l'individu s'il correspondait au standard. Et ensuite, on regardait le nombre de descendants et de frères de taureaux d'IA qui étaient recensés pour le faire rentrer à la cryobanque. Donc là, il y a encore un pédigré sur le côté. Et là, comme je vous disais, depuis 2019, il y a un nouveau critère. Donc, il regarde la contribution génétique du taureau à la banque de gènes. Et la contribution, elle est basée sur tout ce qui est données généalogiques du registre des femelles, donc de l'inventaire que je vous ai présenté juste avant. Donc ici, on regarde un peu plus en détail comment ils choisissent. Donc là, c'est pour la race Western Fjord qui est ici. Ils ont regardé pour un taureau, pour un nouveau candidat, et les taureaux de la banque de gènes au moment de l'évaluation, comment c'était. Donc pour celui-là, c'était au moment de l'évaluation, ils étaient à 0,06. Donc ça, ils utilisent un logiciel qui s'appelle EvaProg. Je vois que certains d'entre vous travaillent un peu en génétique aussi. Si on peut comparer avec nous, ce qu'on utilise en France, peut-être que Pédig vous parle. Donc, c'est à peu près le même logiciel. Donc là, l'apparentement, il était de 0,06. Il regarde la parenté des candidats avec les taureaux de la cryobanque. Donc là, en regardant les autres taureaux. Et au final, la conclusion, c'est que les 3 candidats, ils ajoutent une variance génétique positive à la cryobanque. Donc, en gros, pour choisir un candidat, ils font tourner le EvaProg. Si c'est original, ils le choisissent pour entrer à la cryobanque en plus. Un autre exemple avec la race Dola, la parenté entre les taureaux de la banque de gènes au moment de l'évaluation, il était de 0,0941 avec EvaProg. Le candidat sélectionné, qui est ici, sa parenté avec les taureaux de la banque de gènes, elle était de 0,05.
Donc, en conclusion, ce veau mâle, il ajoutera une nouvelle variance génétique positive à la banque de gènes. Si le candidat a une originalité génétique inférieure à ceux qui sont tous dans la cryobanque, le candidat est choisi, pour faire simple. Donc ici, il y a 2 graphiques. Le lien de parenté entre les taureaux de la cryobanque de 2019 à 2024 est par race. Donc ici, il y a la Western Fjord et de l'autre côté, la race Dola. Donc les deux légendes sont un peu différentes. La première légende, là, les bâtons, ça donne la parenté du taureau. Donc ici, par exemple, je vais prendre un nom simple parce qu'ils sont un peu compliqués. On va prendre Eric, un taureau de 2024. Donc là, c'est sa parenté par rapport à tous les taureaux d'IA. Donc ici, elle est un peu au-dessus de 0,03. La deuxième légende, qui est la courbe, c'est la parenté la parenté moyenne de tous les taureaux qui sont à la cryobanque pour cette race-là à ce moment-là. Donc là, Eric, il a une parenté inférieure, donc il est intéressant. Donc ici, pour chaque taureau par année, on voit la parenté de l'animal, enfin le taux de l'originalité de l'animal par rapport à la moyenne des taureaux qui sont en cryobanque pour la race donnée. Pour revenir un peu, si on veut faire la comparaison par rapport à nous en France, on ne pousse pas autant jusqu'à faire des graphiques pareils de la même manière, mais on utilise aussi PEDIG pour choisir des candidats qui sont originaux par rapport à la population femelle et par rapport à la population, tous les taureaux d'IA. On choisit des individus qui sont les plus originaux, les moins consanguins et qui ont une profondeur de génération la plus connue. Et ensuite, on se base sur le pédigré et derrière, on fait des tournées avec les éleveurs pour aller choisir, voir les animaux, les candidats en vrai. Et derrière, on choisit comme ça les nouveaux taureaux qui rentrent à la cryobanque. C'était pour faire l'aparté français. Ce graphique montre pour les 6 races norvégiennes l'effectif de population la taille efficace de population pour les 6 races entre 1990 et 2020. Donc le but, c'est que ça augmente. Ça permet de savoir à peu près la santé génétique des races. Les éléments clés qui sont pour assurer la sauvegarde des races menacées sont déjà d'avoir une base de données généalogique avec enregistrement gratuit. Donc, l'inventaire que je vous ai présenté un peu plus haut. Le travail avec les associations de races, tout ce qui est communication des connaissances et des animaux vivants aux nouveaux propriétaires. Une augmentation régulière des collections ex situ. Aujourd'hui, il y a à peu près 60 taureaux de chaque race dans la cryobanque. De faire une sélection durable des races menacées. D'avoir une connaissance de base pour toutes les personnes impliquées, un accès facile aux conseils en élevage et gratuitement, de créer des nouvelles filières. Aujourd'hui, il y a 75% des vaches qui sont utilisées pour la production de viande bovine en tant que vaches allaitantes. Et ensuite, il y a des subventions à la production pour les vaches et les taureaux reproducteurs. Donc voilà, ça c'était. Merci pour votre attention. Donc ici, on voit Nina en photo. Et une dernière diapo, si vous voulez en savoir plus, ça sera en anglais. C'est un document qui présente la taille efficace des populations sur la base des informations généalogiques. Et puis, mais ça sera en anglais. Après, si vous voulez la même chose en français, il y a les rapports Varum qui existent et qui sont faits pour chaque race, où il y a une mine d'or d'informations dedans, dont les tailles efficaces des populations et plein d'autres données génétiques qui permettent de savoir l'état de santé génétique de chacune des races. Donc c'est un document qui est assez dense, il y a un guide complet et il existe pour chaque race et vous pouvez le retrouver sur le site de l'Institut. Pour les races françaises? Pour les races françaises, oui. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors, je ne vois pas de questions dans le chat. Peut-être Coralie, toi, si tu voulais compléter des choses sur la Norvège.
Mais ce qui est intéressant de voir, c'est qu'en fait, ils ont fait… alors, il y a une question qui arrive. C'est que c'est une démarche qui est vraiment très, très similaire à celle de la France, avec des races qui étaient dans des états démographiques vraiment mauvais, avec quasiment plus d'animaux, où je pense que dans beaucoup de pays se disent bah, ça sert à rien de mettre en place quelque chose, on n'arrivera pas à les sauvegarder. Et ils ont une démarche pragmatique, comme nous, c'est-à-dire de d'abord aller sur le terrain et recenser les derniers animaux pour ensuite, dans la mesure du possible, caractériser ou valoriser. Mais ce qui est très important dans ces deux approches, c'est qu'on est d'abord allé sur le terrain, voir les éleveurs, enregistrer les animaux avant d'essayer de les caractériser, alors que c'est vrai que dans beaucoup de pays, c'est l'inverse qui est fait, c'est-à-dire qu'ils vont voir les derniers animaux qui existent, les caractérisent, et puis en fait, d'une certaine manière, comme j'ai coutume de dire, le temps qu'on les caractérise n'existe plus. Alors, Louise, on a des petites questions qui nous attendent. Est-ce que la base de données généalogique et les associations de race sont indépendantes? Qui gère la base de données généalogique? Alors, la base de données généalogique est gérée par NIBio, l'organisme qui apparaît à l'écran, en lien avec les associations. Là, pareil, le fonctionnement est très proche de ce qui existe en France entre IDEL et les associations de race. Après, la Norvège n'est pas un pays de l'Union européenne, donc le RZUE ne s'applique pas. Pour la question de Dominique, pouvez-vous donner quelques tailles effectives de ces 6 populations? C'est cette diapo-là. Je ne redisais pas à chaque fois les noms des races parce qu'elles sont un peu compliquées. Et du coup, tu vois, par race, il y a la taille effective selon les grandes périodes. Et les tailles efficaces, en général, juste par construction, ont tendance à diminuer dans quasiment toutes les races, ce qui est normal d'une certaine manière. Et là, grâce à la fois l'augmentation des effectifs et la bonne gestion génétique, elles ont tendance à augmenter, même si ça reste à des seuils faibles. Pour la question de Pierre, la session du 12 décembre, elle sera récupérable sur un replay? Oui. Je crois que c'est… Coralie, c'est sur le… On demande à Jérémy, c'est sur le YouTube de l'Institut de l'élevage? Oui, ça sera sur un YouTube. Jérémy arrive, oui. Il va donner tous les… Oui, c'est ça, ce sera sur le YouTube de l'Institut de l'élevage, mais aussi sur le site idel.fr. On fera un article avec les vidéos YouTube intégrées directement dans l'article. Donc normalement, on va faire ça cette semaine. Alors, Corentine, est-ce que les autres pays ont des démarches similaires? C'est très variable d'un pays à l'autre. En fait, de façon un peu schématique, les pays du Sud, type Espagne, Portugal, Italie, ont réussi souvent à conserver leur race locale avec des effectifs assez importants, ce qui fait qu'on aura beaucoup de races bovines avec des effectifs qui varient de 10 000 à 200 000. Et on a moins le cas des races à très petits effectifs. Dans le cas des pays de l'Est, souvent, il ne reste plus que des animaux dans des troupeaux gérés par des universités ou par le ministère ou autre. Et ces actions de repérage de terrain sont un peu en cours. Là. Donc aujourd'hui, je sais qu'en Pologne, il y a un travail qui est fait pour retrouver des animaux d'une race qu'on pensait avoir disparu et qui en fait étaient conservés par des éleveurs dans une zone peu caractérisée. Et ça pourrait être éventuellement d'ailleurs l'occasion d'un autre webinaire. Les approches, comme on vous a présenté aujourd'hui de Norvège et les approches françaises ne sont pas si fréquentes que ça. Et comme je disais, dans beaucoup de pays, alors ça, je sors à la limite du cadre européen, la tendance est d'abord caractériser la population avant d'essayer de chercher à la gérer, et ce qui aboutit pas forcément à de très bons résultats. Alors, quelqu'un est en train d'écrire, mais il a un peu de temps. C'est une grande question. Ah non, finalement, non. Mais une chose qui est sûre, c'est qu'il n'y a pas de
démarche unifiée. Chaque pays fait comme il le souhaite. Et comme je l'avais dit au webinaire précédent, donc ceux qui étaient absents, vous pourrez écouter le replay, aussi de façon un peu schématique, dans les pays du Nord, beaucoup de sauvegarde se fait hors production agricole, dans des élevages amateurs ou de type ferme pédagogique ou type écomusée. Et donc, ce qui fait que à la fois, il n'y a plus de production agricole et puis éventuellement, la sauvegarde peut se faire en dehors de la région d'origine. Par exemple, en Grande-Bretagne, la conservation est très active, mais elle est un peu déconnectée de ses racines d'une certaine manière, parce qu'on peut trouver des races menacées anglaises dans tout le pays, mais pas forcément dans leur berceau d'origine. Quelle est la démarche pour les races non caractérisées et non gérées? C'est d'abord aller enquêter. D'abord aller enquêter dans les élevages. Et ça, c'était la démarche qui avait été faite par Laurent Avon de l'Institut d'élevage et par Michel Luquier de l'IFIP, respectivement au début des années 80. Ils sont allés dans les derniers élevages. Ils ont demandé à chaque éleveur, OK, tu as tant d'animaux, est-ce que tu sais qui est le père, tu sais qui est la mère, quel est le numéro de l'animal, et est-ce que tu connais un autre éleveur qui a cette race-là? Et ensuite, d'aller chez ces autres éleveurs, et comme ça, de fil en aiguille, de constituer un premier répertoire des animaux, et surtout de partager cette information entre tous les éleveurs pour qu'ils puissent faire de la reproduction. Et ensuite, en accumulant les données, en les enregistrant, progressivement, on arrive à construire des généalogies et à pouvoir faire des conseils d'accouplement. Et je me rends compte qu'on a, alors, Pierre-Louis, le soutien aux races menacées. La mesure protection des races menacées. Alors ça, c'est dans le cadre du centre de référence, pardon, autant pour moi. Dans le cadre de l'ERFP, une enquête avait été faite l'année dernière, ou il y a 2 ans, là-dessus, auprès de tous les pays européens, pour savoir qui avait mis en place cette mesure-là. J'ai pas les chiffres en tête, mais la publication est disponible sur le site. Je vais essayer de la retrouver pour la mettre dans le chat. Et pendant ce temps-là, si d'autres personnes ont des questions. Il y en a une qui arrive. Et sachant d'ailleurs que un pays comme la Serbie, par exemple, qui ne fait pas partie de l'Union européenne, a complètement copié ce pilier-là, et ils donnent des aides directement aux éleveurs de races menacées, et avec des montants relativement importants, surtout quand on connaît le niveau moyen de vie en Serbie, qui est assez faible. Alors, Pierre-Louis a noté, sachant que le second pilier de la PAC ne concerne évidemment que les 27 États membres, la Serbie finance peut-être, mais sans utiliser de fonds européens. Exactement, c'est financé sur leur propre fonds, mais en copiant l'idée générale de l'Union européenne.